En France, ces 10 dernières années, 596 000 hectares de terres et de forêts ont été artificialisés. Alors ça vous évoque peut-être rien, mais en fait c'est l'équivalent de la surface d'un département français, rasé de la carte, comme ça, pour être remplacé par du béton. Et ça continue. On estime que d'ici 5 ans, c'est l'équivalent du département du Val d'Oise ou de la Martinique qui risque d'être enseveli sous du béton. Ce constat, moi je l'ai fait il y a très peu de temps, il y a 1 an. Avant ça, j'étais déjà engagée pour l'écologie. Je me suis engagée assez jeune. J'organisais des marches, des grèves pour le climat, des actions coup de poing. Quand j'ai commencé, j'avais 16 ans. Et j'ai commencé à m'engager parce que j'ai lu des rapports scientifiques alarmants et que j'ai commencé à faire le lien avec là où j'habite. Moi, j'habite dans les Pays de la Loire et mes grands-parents habitent sur une île, c'est l'île de Noirmoutier. Et donc sur cette île, au fur et à mesure des années, on se rend compte que certaines plages ne sont plus accessibles à cause de la montée des eaux, à cause de l'érosion. Et pire, d'ici 80 ans, cette île risque d'être submergée par la montée des eaux. Et moi, ça me paraissait insupportable de me dire que les paysages dans lesquels j'ai grandi, dans lesquels j'ai eu beaucoup de bonheur, puissent être détruits et que les générations futures ne puissent pas les voir. Et c'est ça, l'éco-anxiété. C'est la peur des conséquences du réchauffement climatique. C'est se lever chaque matin en entendant des nouvelles toujours plus catastrophiques et quand même devoir se lever et quand même devoir vivre dans ce monde qui ne semble pas écouter les alertes. Et donc c'est pour ça que je me suis mobilisée, c'est pour ça que nous sommes mobilisés. Alors on a envahi les rues, on a manifesté, on a alerté, on a essayé de sensibiliser comme on pouvait au changement climatique, à la crise écologique en cours. Et ça a eu du succès quand même, parce qu'on a réussi à instaurer l'écologie dans le débat public. On a réussi à faire de l'écologie un sujet majeur. Mais derrière, il y a eu peu de retentissement politique, il y a eu peu d'actes concrets, de vrais changements politiques. Et donc, c'est le retour de l'éco-anxiété. Parce qu'on se dit, bon, on a peur, donc on agit, mais en fait on finit par avoir encore plus peur, parce qu'on voit que rien ne change et que c'est pire. Et puis un jour, j'ai été contactée avec mon groupe d'activistes pour aider, parce qu'il y avait besoin d'aide pour sauver des jardins à côté de Paris. Donc on y est allé, sans trop savoir où on mettait les pieds. Et là, ça a été un vrai déclic. Imaginez, moi j'habite sur un boulevard tout gris à Paris. Il faisait chaud, c'était la canicule, je rentre dans le métro était bondé. Je sors du métro aux portes de Paris et j'arrive dans un jardin. Un jardin magnifique, luxuriant, avec des arbres fruitiers partout, de la verdure. Ça débordait, c'était magnifique, il faisait frais, c'était incroyable. Ça, c'est les jardins d'Aubervilliers. Les jardins ouvriers d'Aubervilliers, c'est des jardins centenaires qui sont répartis en plusieurs dizaines de parcelles qui sont attribuées à des ouvriers et à des habitants du quartier. C'est un endroit qui est fabuleux. Il y a des centaines d'arbres fruitiers, il y a des centaines d'espèces protégées, il y a des hérissons, des lapins, des oiseaux, des hirondelles. Il y a aussi des enfants qui jouent, qui font de la balançoire pendant que leurs parents plantent des légumes. C'est un lieu qui est très vivant, il y a une biodiversité unique en Europe. Et pourtant, moi j'étais là parce qu'il fallait les sauver, ces jardins. Avec l'arrivée des Jeux Olympiques de Paris, en 2024, il y a de nombreux aménagements qui sont prévus, dont la construction d'un centre de confort pour les athlètes, avec un solarium, avec un spa, avec un restaurant. Et il était prévu de construire cet espace de confort sur les jardins. Et quand on voit les jardins, on se dit, mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut oser détruire un endroit pareil? Alors du coup, on a continué, on s'est remobilisé. Mais à la différence des autres fois où je m'étais mobilisée et engagée, c'est que là, c'était très concret. On savait que si là, on faisait rien, tout ça là, tous ces jardins, ils allaient être détruits. C'était très concret. Moi, quand je me suis engagée, je me suis engagée parce que j'étais triste pour les ours polaires qui meurent sur la banquise. Et c'est très louable, et je pense que beaucoup de gens se sont engagés en voyant ces images terribles des ours qui meurent sur la banquise parce qu'elles font.
Mais à la réflexion, j'ai jamais vu d'ours polaire. Et je pense pas en voir dans ma vie. Alors que pourtant, les hérissons, les oiseaux, les abeilles qui sont à 1 kilomètre de chez moi et qui sont tout aussi menacées, je finissais par les voir tous les jours. Et c'est là où ça devient très concret. Alors, on a fait des pétitions, on a manifesté, on a interpellé les personnes qui géraient le projet, et on a même fini par occuper le terrain. On a campé et on s'est relayé jour et nuit pour retarder l'arrivée des chantiers. Et ce combat, il avait un sens. Il avait un sens déjà scientifique, parce que le béton emmagasine la chaleur, alors que la végétation, elle, permet la fraîcheur. Et puis aussi parce que nous vivons aujourd'hui la 6e extinction de masse de la biodiversité. Pour rappel, la 5e extinction de masse, c'était lors de la disparition des dinosaures. Alors, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde que d'aller bétonner un espace vert dans un département qui en comporte peu et détruire la biodiversité autour, alors qu'on subit de plus en plus de canicules, de sécheresses, et que la biodiversité disparaît petit à petit. Et puis il y avait un deuxième sens, un sens tout aussi important, un sens beaucoup plus humain et beaucoup plus personnel. Je vous disais, quand je me suis engagée par peur, parce que j'avais de l'éco-anxiété. Et là, de s'engager dans ce projet-là, où on est dans les jardins, on voit concrètement les arbres, les animaux. On les voit concrètement et on se dit, je peux agir pour ça. J'ai un pouvoir pour agir pour ça. Si je ne fais rien, tout ça peut disparaître et j'ai le pouvoir, peut-être, de changer les choses. Et ça donne beaucoup de sens et ça permet aussi de diminuer un peu son éco-anxiété et ça permet, regarder ce qui se passe autour de nous, observer le vivant, c'est devenir vivant à son tour. Et finalement, prendre soin des jardins, c'est aussi prendre soin de son jardin intérieur. Et donc, après ce constat et malgré ce combat, ça n'a pas suffi. Un jour, les engins de chantier sont arrivés. Un jour, les CRS ont délogé les activistes. Et on a regardé, les larmes aux yeux, ces jardins se faire détruire. On a vu les pelleteuses arracher les arbres fruitiers, on a vu les rouleaux compresseurs écraser les hérissons. On a assisté à tout ça, impuissant, en se disant que c'était quand même assez fou qu'on puisse détruire ce que la nature avait créé en centaines d'années, en quelques minutes. Et puis c'était pas tout parce que ensuite le chantier devait évoluer. Et l'idée c'était de bétonner le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que le collectif qui se battait sur les jardins avait lancé un recours juridique. Parce qu'on n'était pas très sûr que détruire des espèces protégées, c'était très légal. Et donc, la mairie voulait se dépêcher de bétonner, comme ça, on n'avait plus de soucis, tout était détruit. Finalement, la justice nous a donné raison. La destruction des jardins et des espèces protégées était illégale. Et c'est là où c'est très injuste, parce qu'on se dit que tout ça, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Il ne restait plus que de la terre. Mais c'est aussi, je pense, une force. Parce que cette terre, ça faisait des centaines d'années qu'elle était là, qu'elle a été enrichie de plus en plus par tous les végétaux, tous les animaux, tous les humains aussi qui ont cultivé, qui ont vécu sur ces terres. Et cette terre, aujourd'hui, elle est encore très riche. Et on peut encore faire pousser des choses dessus. Et donc aujourd'hui, le chantier est arrêté. Et les habitants et les jardiniers sont en pleine réflexion pour savoir quoi faire de ce jardin, comment le réaménager et comment le rendre encore plus joli. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce que des endroits comme ça, des endroits comme les jardins d'Aubervilliers, des terres, des forêts, il y en a énormément en France. Beaucoup, vraiment beaucoup. Il y en a 350. Et c'est des exemples très concrets. Je parle par exemple des terres les plus fertiles d'Europe, à Saclay en Île-de-France, qui sont menacées par la création d'une nouvelle ligne de métro. Je parle aussi du deuxième fleuve de Corse, qui est menacé par la création d'une entreprise de traitement de déchets ménagers et d'amiante.
Je parle aussi de vignes en Gironde qui sont menacées par l'extension d'un aéroport pour les jets privés. Et je parle aussi de garrigues à côté de Montpellier qui sont menacées par la création d'une autoroute. Tous ces exemples, ils sont très concrets et je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en fait, il y en a partout. Il y en a partout près de chez vous, près de chez nous. Il y en a partout dans chaque ville, dans chaque département, dans chaque région. Et ces projets, ils sont pharaoniques et ils sont complètement insensés. Mais à chaque fois qu'un projet de ce type a lieu, sa naissance s'accompagne toujours de collectifs, de mobilisation. Il y a des habitants, des activistes, des agriculteurs, des jeunes, des moins jeunes. Tous ces gens-là qui n'ont pas forcément de lien entre eux à la base, mais qui se rejoignent pour défendre et pour sauver du vivant à côté de chez eux, pour sauver là où ils vivent finalement. Et je trouve que c'est très beau de voir que les gens se rejoignent et se battent pour sauver oui, là où ils habitent. Et en plus, ça fonctionne. Ça fonctionne, comme on l'a vu à Aubervilliers, s'il n'y avait pas eu de mobilisation citoyenne, les jardins aujourd'hui, ils n'existeraient même plus. Il n'y aurait même plus de terre et il y aurait un superbe solarium à la place. Pareil, il y aurait, en ce moment, il y a des terres fertiles à côté de Nantes. Elles auraient été détruites pour construire un nouvel aéroport. Pareil, en Guyane, il y a un bout de la forêt tropicale qui serait aujourd'hui pollué au cyanure pour récolter de l'or. Et donc tout ça, ça marche. Ça marche, et on voit bien que ces projets, ils se multiplient. Ils se multiplient. Mais en fait, nous, les gens, on se mobilise pour dire stop. Et c'est ça que je veux vous inviter à faire aujourd'hui. Inviter à regarder autour de chez vous ce qui se passe, parce qu'il y a sûrement des terres qui sont menacées. Et Victor Hugo disait d'ailleurs que c'est très triste de voir que la nature parle, mais que le genre humain n'écoute pas. Et c'est ça que je vous propose, c'est d'écouter la nature, d'écouter les terres menacées à côté de chez vous, et vous indigner. Créer des pétitions, manifester, interpeller, bloquer, occuper. Tous ces moyens sont bons pour agir à côté de chez nous, pour sauver le vivant à côté de chez nous. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'il y a plein de collectifs. Des collectifs, il y en a énormément. À chaque fois qu'il y a des endroits menacés, comme je l'ai dit, à chaque fois, il y a des collectifs qui se greffent au projet. Donc on peut rejoindre ces collectifs et l'idée, c'est de ne pas laisser une seule goutte de béton sur le vivant qu'il nous reste. Et donc, si vous vous souciez des canicules que vos enfants vont subir, si vous vous souciez du fait que les paysages de votre enfance risquent de disparaître, je vous invite à trouver, à développer, à sauvegarder votre propre jardin.